voici quelques jours à peine, Emmanuel Macron, s'adressant à la nation qu'il dirige, a eu à la télévision cette formule radicale et impressionnante. L'Europe bascule presque partout, oui, il a dit presque partout, l'Europe bascule presque partout vers les extrêmes. Et à nouveau, elle cède au nationalisme au pluriel. Puisque ce sentiment se répand de la sorte, et non sans quelque motif, il m'a semblé nécessaire et utile d'aller traquer ces nationalismes-là en arrière, en remontant jusqu'aux origines de leur émergence, au temps où s'affirmèrent les ressorts de leur future extension. Autrement dit, jusqu'au XIXe siècle, qui, dans la suite de la grande Révolution française, fut celui de la remise en cause des hiérarchies politiques traditionnelles, ces hiérarchies que, dans l'Ancien Régime, les souverains, tout à la fois, surplombaient et incarnaient. Comme toujours, les mots ont leur charge d'ambiguïté. Fait national, nationalité, identité nationale, patriotisme, dans ce champ, on glisse aisément d'un comportement à un autre, d'une fierté portant une morale universelle, au repli sur soi et à des ambitions expansionnistes, parfois racistes. L'ambivalence du terme d'identité éclaire cela spécialement. C'est donc de définition qu'il va falloir d'abord se préoccuper pour savoir de quoi l'on parle, en bonne ou en mauvaise part, avant d'évoquer, sous cette lumière spécifique, quelques-uns des grands mouvements de l'histoire européenne jusqu'après la Première Guerre mondiale. Il se trouve que mon invitée, Anne-Marie Thiès, directrice de recherche au CNRS et spécialiste d'histoire culturelle, s'est penchée de longue date sur ces questions intellectuellement complexes et civiquement capitales. Avec elle, nous allons tâcher de démêler, dans la longue durée, quelques-uns de ces fils entrelacés. Et pour commencer, un extrait d'une conférence très fameuse d'Ernest Renan, « Qu'est-ce qu'une nation ?», une conférence prononcée en 1882. C'est la gloire de la France d'avoir, par la Révolution française, proclamé qu'une nation existe par elle-même. Nous ne devons pas trouver mauvais qu'on nous imite. Le principe des nations est le nôtre. Mais qu'est-ce donc une nation ? Pourquoi la Hollande est-elle une nation tandis que le Hanovre ou le Grand-Duché de Parme n'en sont pas une ? Comment la France persiste-t-elle à être une nation quand le principe qui l'a créée a disparu ? Comment la Suisse, qui a 3 langues, 2 religions, 3 ou 4 races, est-elle une nation quand la Toscane, par exemple, qui est si homogène, n'en est pas une ? Pourquoi l'Autriche est-elle un État et non pas une nation ? En quoi le principe des nationalités diffère-t-il du principe des races ? Voilà des points sur lesquels un esprit réfléchi tient à être fixé pour se mettre d'accord avec lui-même. Les affaires du monde ne se règlent guère par ces sortes de raisonnements, mais les hommes appliqués veulent porter en ces matières quelques raisons et démêler les confusions où s'embrouillent les esprits superficiels. Anne-Marie Thiès, bonjour. Bonjour. Nos esprits réfléchis vont tâcher de se mettre d'accord avec eux-mêmes. Alors, se mettre d'accord sur le concept de nation, c'est impossible. Allons bon, on s'arrête ? Alors, parce que c'est un concept extrêmement paradoxal. C'est le concept sans doute le plus important depuis le XIXe siècle. Il s'est internationalisé, il s'est universalisé. Et pourtant, malgré la masse d'études qui lui a été consacrée, il n'y a pas de définition claire, nette et précise de cette idée de nation. D'où d'ailleurs tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Je vois que Pierre Nora, dans un texte fameux, disait que la République née de la Révolution avait donné à la nation, au moins dans le cas français, son triple sens. Sens social, un corps de citoyens égaux devant la loi, sens juridique, le pouvoir constituant fondant un pouvoir constitué, et surtout, son sens historique, c'est le nôtre, Anne-Marie Thiès, celui d'aujourd'hui principalement, un collectif d'hommes unis par la continuité du passé et de l'avenir. C'est le nôtre et c'est celui d'Ernest Renan. Oui, tout à fait. Alors Ernest Renan, lorsqu'il prononce cette conférence de 1882 que nous connaissons, se situe dans le cadre d'une grande polémique entre intellectuels français et intellectuels allemands, consécutifs à la guerre de 1870. On a une décennie après la défaite française. Voilà, et au rattachement de l'Alsace-Moselle au Reich allemand.
Et ce rattachement de la Moselle au Reich allemand n'a pas été fait au nom du droit du vainqueur de prendre un territoire du vaincu, comme ce fut le cas pendant de très nombreux siècles jusqu'au XIXe siècle. Parce qu'au XIXe siècle apparaît ce principe des nationalités qui énonce que une nation a droit à son territoire et que prendre une partie de ce territoire, c'est pas de la gloire militaire, c'est de la délinquance en bande organisée. Donc, ce qu'essaye d'expliquer Renan, c'est que les Allemands n'avaient pas le droit de nous prendre l'Alsace-Moselle. Ils nous l'ont volé indûment, mais l'argumentaire allemand étant non, nous ne l'avons pas volé indûment, nous avons fait rentrer dans le territoire de la nation allemande un élément qui en était partie prenante depuis toujours culturellement. L'Alsace-Moselle parle des dialectes germaniques. L'Alsace-Moselle a une culture germanique, donc l'Alsace-Moselle participe de la nation allemande. Et ce désaccord, ce conflit intellectuel et très politique entre France et Allemagne, entre intellectuels français et intellectuels allemands, est très important du point de vue qui nous occupe ce matin. Quel est le critère de définition de la nation et de l'appartenance à la nation? D'un côté, Renan qui nous dit c'est un plébiscite permanent, c'est un vouloir vivre ensemble, et de l'autre, dire que, en somme, du côté allemand, le fait national échappe à la volonté même de ceux qui constituent la nation. Est-ce que je me trompe si je résume les choses ainsi? Alors, c'est exactement ce à quoi va aboutir Renan, après un exposé quand même assez long, où il va reprendre tous les critères qui sont utilisés au XIXe siècle d'une manière générale en Europe, en France et dans les autres pays, pour caractériser une nation, qui sont des critères historiques et culturels. Critères linguistiques, donc critères relatifs au passé et critères de type culturel, ethnique. Et selon ces critères, effectivement, c'est quand même difficile de rattacher l'Alsace-Moselle à la France, puisque jusqu'au XVIIe siècle, elle était quand même plutôt germanique. Donc il va conclure en introduisant un nouveau critère qu'il présente comme déterminant, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc la nation, c'est un contrat, et il faut que tous les membres de la nation expriment leur désir d'appartenance à cette nation. Ces critères sont donc nombreux, importants encore aujourd'hui, car ils sont brandis par tel ou tel nationalisme contemporain, de ces nationalismes qui ressurgissent avec une force que dénonce Emmanuel Macron et qui inquiète beaucoup d'ailleurs. Je voudrais que nous les considérions les uns après les autres. D'abord, il y a la notion de territoire. Est-ce qu'il y aura une unité de climat qui engendrerait des modes de vie? Dans le cas des îles, cela marche particulièrement. Alors, au XIXe siècle, se pose la question des frontières naturelles. Est-ce qu'un territoire a des frontières naturelles qui détermineraient donc l'espace d'une nation? Il y avait un grand historien, Albert Sorel, qui avait défendu cette thèse abondamment au XIXe siècle à propos de ce qui a suivi la Révolution française. Alors cet argumentaire des frontières naturelles a été assez vite critiqué parce que y a pas nécessairement de montagnes qui font une limite ou effectivement comme pour les îles une mer qui détermine clairement et nettement. Donc le critère le plus généralement retenu a été d'ordre linguistique. Ce qui fait la nation, c'est la langue. Nous allons y arriver, mais auparavant, certains ont avancé à l'époque, c'était à la mode la notion de race. Il y aurait une identité raciale, ce qu'évidemment nous abordons pour nous avec une prudence extrême, mais qui est un fait historique. Alors cette notion d'identité, alors le terme race, c'est comme le terme de nation, il a eu beaucoup d'acceptions assez différentes. C'est plutôt dans la seconde moitié du XIXe siècle que se met en place cette raciologie, cette entre guillemets théorie des races qui échelonne et hiérarchise les races et qui a été plaquée en quelque sorte sur la notion d'histoire nationale, notion donc d'une ethnie qui se serait formée dans des temps anciens et qui aurait été une continuité jusqu'au temps présent. L'argumentaire raciologique va plutôt intervenir et de manière dramatique à partir de la toute fin du XIXe siècle. Et ça durera jusqu'à Vichy, puisqu'on défend à ce moment-là l'idée qu'il y aurait des différences, par exemple,
du sang. Certains ont même alors expliqué qu'il y avait des groupes sanguins différents qui pourraient fonder la nation. On est là en pleine extravagance, naturellement, mais une idée fausse est toujours un fait de vrai. Oui, alors on a utilisé les avancées de la science médicale pour les mettre au service d'eux. On peut toujours mettre des données scientifiques au service d'une idéologie. Ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que dès le 19e siècle est mise en place une idée tout à fait intéressante. Alors, concernant la France et souvent même d'autres pays en Europe, c'est l'idée du mélange. Et la plupart des intellectuels et universitaires français au XIXe siècle vont beaucoup insister sur le fait que la caractéristique de la France, c'est d'être un pays de métissage, depuis les périodes héroïques au moins de la chute de l'Empire romain. Intéressant à rappeler par les temps qui courent. Alors, nécessaire par les temps qui courent, et parce que l'idée, c'est que justement, ce qui fait la grandeur et la puissance de la France, c'est la variété, la diversité des ethnies dont elle est composée. Renan dira, le français, ce n'est pas un Gaulois, ce n'est pas un Franc, ce n'est pas un Burgonde, c'est ce qui est sorti de la grande chaudière où a fermenté tout cet apport de diversité. La grande chaudière. La France est une grande chaudière. Il faut faire sa part aussi à la question de la religion, qui est très importante au XIXe siècle et qui demeure aujourd'hui, à bien des égards, un facteur de division, de discrimination à l'intérieur des nations parfois et de division entre elles. Alors, je voudrais revenir ici un petit peu sur justement ce qu'a été la nation au départ. Au départ, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle et dans ses développements au début du XIXe siècle. Je vous en prie. C'est un principe progressiste qui est très clairement posé pour sortir de l'ancien régime. Donc la nation, c'est contre la monarchie absolue dans le cas français, et la Révolution française va proclamer la nation est souveraine. D'où les liens avec la République dans le cas français. Les liens très forts avec la République. Et la nation aussi, c'est un principe qui va sortir de l'idée que la politique est en quelque sorte ici-bas l'expression de la volonté divine. C'est un principe de sécularisation du politique. Ce qui fait la nation, c'est quelque chose d'assez matériel, c'est une histoire, une langue, des données ici-bas. Et donc, dans les débuts de la formation des nations, le principe national va en quelque sorte se poser au-dessus du religieux. C'est ce qui fait que d'ailleurs, dès les débuts de la Révolution, les protestants puis les juifs n'auront plus de statut spécifique, ne seront plus distincts des catholiques du point de vue de la citoyenneté. C'est aussi pour cela que, notamment dans l'Allemagne, on pourra faire l'union des catholiques et des protestants et, même si un antisémitisme persiste, donner aussi aux juifs un statut non spécifique. Il n'empêche que la religion, même en principe surplombée, continue à constituer des oppositions. Dans le cas récent de la division dramatique de l'ex-Yougoslavie, il y avait les Serbes orthodoxes d'un côté et les Croates catholiques de l'autre. Alors, dans le sud de l'Europe balkanique et l'Europe qui avait été ottomane, la gestion des populations était faite sous la forme de ce qu'on appelait les millets dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire les populations étaient regroupées par leur religion. Et lorsqu'il y a eu le passage au stade national, il y a eu des essais donc de construire des États-nations sur des bases permettant de donner aux nations des territoires qui leur correspondaient réellement. Ça a été violent dès le début. Et au départ, le principe était supposé être d'ordre linguistique. Mais les divisions religieuses sont restées. Alors, normalement, elles étaient dominées par le passage au stade national ou, dans le cas de la Yougoslavie, au stade fédéral. Mais en cas de crise, toute différence identitaire est réactivable et réactivable pour le pire. Donc aujourd'hui encore, en Europe de l'Est, me semble-t-il, ces divergences de caractère religieux continuent d'avoir leur place dans ces tensions nationalistes. Alors, le passage au stade national a pu proposer effectivement, par exemple en Europe de l'Est, de dépasser dans certains cas les divisions entre chrétiens, orthodoxes, catholiques, uniates, luthériens, mais en période de crise économique, de crise politique, de définition de frontières, c'est totalement réactivable. On le ressent, encore aujourd'hui. On le ressent de plus en plus dans l'Est de l'Europe, en Ukraine, en Pologne et évidemment dans les Balkans. Il y a un potentiel terrible.
Est-ce que parmi ces critères qui ont contribué progressivement à définir le fait national et partant le nationalisme, le domaine de l'économie a compté? Je pense à une solidarité des intérêts. Le Zollverein, l'unité douanière, a précédé l'unité allemande et a pu compter et peser. Et aujourd'hui, cela mérite aussi quelque attention, notamment en Europe centrale. Alors, Ernest Renan, dans sa conférence, disait « Un Zollverein ne fait pas une nation ». Il ne suffit pas d'une union d'intérêts économiques pour créer une nation. Une nation, il faut quelque chose de plus solide, donc une histoire, une langue et une culture. Mais effectivement, le principe national se fait au XIXe siècle dans le cadre de l'expansion des marchés et il est très associé à la notion de libéralisme politique, mais aussi de libre-échange économique. Et la métaphore du libre-échange, du libéralisme, elle est constante parmi les militants du nationalisme, qui ont d'ailleurs dans l'idée que si on passe au stade national, on va passer aussi au stade d'échange productif, intéressant et pacifique entre les nations. Il y a l'idée derrière que le stade suprême de la civilisation, ça va être l'internationalisme des nations. Précisément, on n'a pas le sentiment aujourd'hui, c'est un des aspects de l'émergence des nationalismes, de la réémergence, que ces frontières soient en passe de s'affaiblir ou d'être supprimées. Au contraire, il y a une demande nouvelle de frontières, notamment du côté des pays de l'Europe centrale. Alors, il y a une demande de frontières qui est liée essentiellement, je pense, actuellement à la question des migrations, donc des frontières qui bloqueraient des populations qui sont de nos jours jugées dangereuses, indésirables, néfastes pour les économies. Plus les personnes que les biens. Alors tout à fait, plus les personnes que les biens, parce que les nationalismes xénophobes d'aujourd'hui, enfin les nationalismes hostiles aux migrants, ne sont pas pour le retour de frontières pour la circulation des biens. Et l'on voit bien aussi que dans le cadre du Brexit, le retrait de l'Union européenne irait avec l'idée de maintenir des accords de libre-échange extrêmement développés. Oui, mais justement, c'est tout de même un ressort nationaliste, ou en tout cas national, qui a pesé. On peut noter à ce propos que Jean Monnet, lorsqu'il a voulu faire une Europe, qu'il voyait pour un futur possible constituer une sorte de nation continentale, a décidé de partir par l'économie. C'est un peu d'ailleurs ce que disait Renan, quand il disait, dans la même conférence que nous avons citée, il disait « Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel, elles ont commencé, elles finiront. La Confédération européenne, probablement, les remplacera. » Dans l'esprit de Monnet, un des pères de l'Europe, célébré, est au Panthéon, etc., c'était d'abord par l'économie qu'il fallait passer. Mais j'en viens maintenant à cet élément fédérateur fondamental. Dans tous les pays où on a vu surgir le fait national, dans votre 19e siècle, Anne-Marie Thiès, c'est la langue. Et pour ouvrir ce chapitre, permettez-moi de vous donner à entendre un extrait du fameux texte de l'abbé Grégoire, sous la Révolution française, qui développait dans un rapport le souhait d'anéantir les patois. Il le souhaitait, non pas par, comme certains l'ont cru, par un désir d'écraser ces langues ou ces parlers spécifiques, mais parce qu'il pensait que parler tous le français permettait l'émergence sociale des moins favorisés et empêchait que ce soit seulement les élites qui aient vocation à défendre la diplomatie ou l'activité économique. Mais ce n'est pas cet aspect des choses qu'il souligne dans ce morceau que je vais vous faire entendre. Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française par l'abbé Grégoire, séance du 16 prairial, l'an 2e de la République, une et indivisible. Les expressions du lorrain sont si variées et si bizarres qu'on ne sait de quel idiome elles se rapprochent le plus. L'idiome est un obstacle à la propagation des Lumières. C'est surtout vers nos frontières que les dialectes, communs aux peuples des limites opposées, établissent avec nos ennemis des relations dangereuses, tandis que dans l'étendue de la République, tant de jargons sont autant de barrières qui gênent les mouvements du commerce et atténuent les relations sociales. Par l'influence respective des mœurs sur le langage, du langage sur les mœurs, ils empêchent l'amalgame politique, et d'un seul peuple en font 30. Cette observation acquiert un grand poids
si l'on considère que, faute de s'entendre, tant d'hommes se sont égorgés, et que souvent les querelles sanguinaires des nations, comme les querelles ridicules des scolastiques, n'ont été que de véritables logomachies. Il faut donc que l'unité de langue entre les enfants de la même famille éteigne les restes des préventions résultantes des anciennes divisions provinciales et resserre les liens d'amitié qui doivent unir des frères. Un texte donc, Anne-Marie Thiès, un texte de 1794, qui est lu ici par Sylvain Selustri et que j'emprunte à l'émission Tire ta langue d'Antoine Perrault sur France Culture le 2 octobre 1996. Le problème est posé? Alors, il est posé et puis il est complexe parce que ce que dit l'abbé Grégoire, c'est que la langue est indispensable, selon lui, à la conscience nationale et elle est nécessaire au fait, d'ailleurs, que les citoyens participent, comme vous l'avez dit, au débat public. Mais il introduit une autre idée. Nous sommes à la période où l'ennemi est aux frontières. Il introduit l'idée que les langues qui sont parlées dans les régions frontalières et qui donc sont en continuité par les dialectes avec les langues parlées de l'autre côté de la frontière sont des langues ennemies, potentiellement en cas de guerre. Elles peuvent trahir, en somme. Alors, elles peuvent trahir, et quelqu'un va le dire encore plus brutalement que l'abbé Grégoire peu de temps après la Convention, c'est le député Barrère. Lui, il le dira véritablement clairement. L'ennemi parle l'italien à travers le corse, l'ennemi parle le flamand, l'ennemi parle l'allemand. Ce sont toutes à travers les dialectes et les langues régionales. Et puis, il fera aussi de ces langues régionales la langue du clergé, donc la langue de la réaction. On revient à la religion. Mais aujourd'hui, si on considère les choses, on s'aperçoit néanmoins que il y a des pays qui ont plusieurs langues. Est-ce que la Suisse ne serait pas une nation, par exemple? Et puis, en sens inverse, dans des pays, par exemple, comme les pays baltes, on voit les soucis que crée la pratique double de la langue nationale et du russe. Alors, le principe qui s'est développé au XIXe siècle, c'est une nation, une langue. Ou, on peut le dire à l'inverse, une langue, une nation. Si la langue existe, alors ça fait une nation. Alors, il y a quelques exceptions. La Suisse fait partie d'exceptions. Et d'ailleurs, régulièrement, on voit ressurgir en Suisse la question, mais est-ce que les Suisses alémaniques et les Suisses romans font réellement partie de la même nation? 4 langues tout de même. Voilà, il y a 4 langues, donc 2 langues principales, et puis aussi évidemment l'italien et le roman. Et régulièrement, il y a réaffirmation d'une histoire commune, d'une volonté commune pour tenir cet ensemble. Mais globalement, en Europe, le principe qui s'est imposé, c'est celui donc de l'unité linguistique de la nation, qui a créé effectivement beaucoup de problèmes de minorité nationale. Mais on pourrait citer des cas, et je vous le demande, de surgissement du fait national très largement fondé sur le travail des philologues, sur le retour à la recherche d'une langue originelle, avec de surcroît, ce qui est intéressant, une opposition souvent entre la langue des riches et la langue du peuple, la langue du livre et la langue du peuple, entre la langue de droite et la langue de gauche. C'est l'expression que vous employez dans votre beau livre, à quoi je me suis naturellement souvent référé, la création des identités nationales. Alors, au XIXe siècle, on a un énorme travail linguistique, philologique qui est engagé par des intellectuels militants pour créer l'essentiel des langues nationales modernes qui n'existent pas encore à l'époque. Elles existent sous forme de dialectes parlés par les paysans, assez méprisés, non codifiés, et puis parfois de langues écrites anciennes qui ne sont pratiquées que par une faible partie de la population. Alors des exemples. Alors, des exemples, on peut partir par exemple sur l'exemple du norvégien. La Norvège a été longtemps possession du Danemark et donc elle a une langue écrite qui est une variante assez proche du danois. Et puis, il y a dans les fjords, dans les campagnes, toute une série de dialectes paysans qui ne sont absolument pas codifiés. Bon, au XIXe siècle, la Norvège est sous domination suédoise. Jusqu'en 1905. Mais accède, oui,
progressivement à son autonomie. Et dans ce cadre-là, il y a tout un travail qui est effectué pour lui donner une langue nationale. Mais une partie des intellectuels qui s'engagent dans ce travail très patriotique partent de la langue écrite, parlée en ville, bourgeoise, commerçante, tandis que d'autres vont se baser sur les dialectes paysans et donc produisent une autre langue qui sera considérée comme plus populaire. Et un des résultats sera notamment que un théâtre national sera fondé à Kristiania, Oslo, au début du XXe siècle, et qui joue des pièces dans cette fameuse langue populaire. Vous nous confirmez que cette histoire est vraiment d'abord une histoire culturelle? Alors, c'est tout à fait une histoire culturelle. Et la Grèce peut offrir aussi, entre le grec démotique et le grec savant, un exemple similaire? Alors, effectivement, au XIXe siècle, il y a eu deux constructions, standardisation, codification de la langue grecque, l'une s'appuyant énormément sur le grec ancien, donc la langue dite pure, Kathaveroussa, et puis une langue s'appuyant sur les parlers du peuple, et donc elle s'appellera démotique pour rappeler cette référence populaire. On peut trouver aussi des exemples naturellement en Europe centrale, en Europe de l'Est, dans les pays qui sont dominés par le compromis entre l'Autriche et la Hongrie, l'empire austro-hongrois. On trouve en Tchécoslovaquie, en Slovaquie et ailleurs des mouvements semblables. Toujours la langue, n'est-ce pas, Anne-Marie Thiès? Alors, toujours la langue et aussi la littérature. Langue et littérature, c'est tout de même très proche. Oui, alors d'abord, comme littérature dans ces pays, dans ces nations qui s'affirment et qui n'ont pas justement de littérature écrite capable de rivaliser avec ce qu'ont produit l'Angleterre ou la France, d'énormes opérations de collecte de littérature orale, de chants populaires, et qui vont être présentées comme la littérature originelle de ces peuples, donc venue du peuple fondateur, de véritables antiquités nationales transmises à travers les siècles par les traditions paysannes et qui, collectées au XIXe siècle par des intellectuels militants, vont servir de base pour construire culturellement et linguistiquement ces nouvelles nations. Est-ce que l'on trouve cela, par exemple, aujourd'hui en Hongrie ou en Pologne, qui nous apparaissent comme en pointe, si je puis dire, quant à l'émergence d'un nouveau nationalisme dans notre continent? Alors, en Hongrie et en Pologne, il y a au XIXe siècle des collectes considérables de littérature orale, à partir desquelles des intellectuels vont établir de nouvelles thématiques pour la poésie, voire pour le roman, et à partir de quoi seront affirmées la force et la dignité de ces nations. On le sent encore dans l'art, dans la statuaire, dans les timbres-poste, dans toute la mémoire incarnée de la Hongrie ou de la Pologne pour nourrir ce nationalisme qui nous préoccupe. Alors, ces grandes collectes qui ont donné lieu à des créations de littérature contemporaine ont été aussi abondamment reprises sous d'autres formes, par la peinture, par les opéras. Beaucoup de thèmes d'opéra du XIXe siècle sont inspirés de ces collectes de littérature populaire. Nous avons aussi des opéras très anti-britanniques en France. L'œuvre de Halévy, par exemple, remonte à Halévy, sous la monarchie de Juillet. Nous connaissons cela aussi. Nous connaissons cela aussi, oui. Et ces collectes ont aussi inspiré, donc, comme vous l'avez dit, la statuaire, les représentations picturales des nations. Sur les mythes, un exemple. Nous n'avons pas encore parlé de la Finlande, qui est pourtant très intéressante dans ses rapports très compliqués avec l'ogre russe. Écoutez cet extrait de Kalevala, d'Elias Lönnrot, j'espère que je prononce bien, 1835. C'est une épopée sur la base de poésie populaire de la mythologie finnoise transmise oralement. Et c'est une diffusion dans L'autre scène, ou Les vivants et les dieux de Claude Métras sur France Culture, le 9 juin 1980. Mère des eaux, la Vierge erra, nagea vers l'Orient, l'Ouest, nagea vers le Midi, le Nord, vers tous les bords de l'horizon, souffrant de son ventre brûlant, éprouvant de dures douleurs, elle ne pouvait enfanter, mettre au monde l'être incréé. Elle sanglota doucement, puis elle prononça ces mots.
Malheureuse, quelle est ma vie? Pauvre enfant, quel est mon destin? M'en voici réduite à ceci. À jamais, sous le ciel profond, je serai bercée par les vents et ballottée au gré des vagues, au milieu de ces flots immenses, au sein des ondes infinies. Il aurait mieux valu pour moi vivre en pure vierge de l'air, qu'errer ainsi que je le fais, comme mère des vastes ondes. Maintenant je souffre du froid. C'est pénible de vivre ici, d'habiter au milieu des vagues, de flotter sans repos sur l'eau. Que dire de ce mythe? Est-il représentatif? Y en a-t-il d'autres qu'on retrouve toujours, Anne-Marie Thiès? Je pense par exemple à Ossian en Irlande ou à d'autres cas. Alors, cette épopée du Kalevala a été constituée par un médecin finnois qui a parcouru les campagnes pour recueillir des textes et a produit, au retour de ces campagnes de collecte, ce qu'il présente comme la grande épopée du peuple finnois, et à partir de laquelle, d'ailleurs, il va énormément développer la construction de la langue finnoise, avec beaucoup de succès, puisque 30 ans après, je crois, la publication du Kalevala ouvre les premiers lycées qui enseignent totalement en langue finnoise, alors que la langue finnoise n'avait été juste là que une série de dialectes parlés par les paysans ou la langue de traduction de la Bible. On est en pays luthérien. Méprisés, en somme, les élites parlant pour l'essentiel russe ou français. Alors, les élites en Finlande, puisque la Finlande avait été longtemps possession suédoise, les élites parlaient le suédois et le Nrot avait été éduqué en suédois. La Finlande passait à l'époque, était passée depuis les guerres napoléoniennes dans le cadre de l'Empire russe, avec une assez large autonomie, et le tsar était soucieux de la détacher de la Suède et donc laissait se construire une culture finnoise. Mais ce texte du Kalevala se sent, comme vous l'avez dit, de l'influence, alors d'une épopée, de deux épopées d'ailleurs, qui avaient été publiées au Royaume-Uni déjà 3/4 de siècle auparavant, qui étaient imputées à un barde du IIIe siècle après Jésus-Christ nommé Ossian. Un des plus importants canulars de l'histoire. Alors, canular, forgery, on a dit, pour reprendre le terme anglais. Moi, je parle français. C'était donc des textes qu'un jeune écossais, un jeune lettré écossais, Macpherson, disait avoir recueillis à partir de collectes auprès des paysans écossais et qui lui avaient permis de proposer une Iliade et une Odyssée écossaise. Alors très vite, l'authenticité de ces collectes avait été mise en cause par des savants et effectivement, Macpherson, qui avait toujours dit qu'il allait publier les preuves, les manuscrits de ses collectes, s'est débrouillé pour mourir avant de les avoir publiés. Mais canular, non, parce que je ne pense pas qu'il songeait à un effet comique ou à s'amuser. Ce qu'il voulait démontrer, et c'est ce que toute une bonne partie de l'Europe attendait... Il y a des canulars graves. C'était un canular sérieux, je dirais. C'était un canular qui tendait à prouver que finalement, il y avait d'autres antiquités que l'antiquité gréco-romaine classique, dont la France s'était en bonne partie approprié l'héritage à cette époque, et l'antiquité religieuse, chrétienne. Et c'était dire que finalement, il existait aussi des antiquités barbares qui pouvaient, pour les nations, les diverses nations européennes, fournir les bases d'une affirmation nationale. Du côté gaélique. Alors, du côté gaélique, mais très vite, très vite, et le promoteur, en quelque sorte, de Macpherson, qui était un professeur de l'université d'Édimbourg, dit clairement, mais les autres nations peuvent faire la même chose, peuvent trouver la même chose. Toujours les professeurs, en l'occurrence. Toujours les professeurs. Pour une fois, ils sont importants. Toujours cette idée d'universalisme possible des nations qui préside au début du lancement du principe national. Décidément, on trouve toujours la langue, c'est l'aspect central. Aujourd'hui encore, dans le cas de la Hongrie, on voit M. Orbán proposer un passeport hongrois à tous ceux qui parlent le magyar.
et qui ne sont pas dans les frontières de la Hongrie actuelle, du fait, nous y reviendrons pour finir, évidemment, des traités qui ont suivi la Première Guerre mondiale. C'est vraiment la langue. On revient à Fichte, le grand, au début de notre 19e siècle, dans son discours à la nation allemande, où il dit très clairement, ceux qui parlent la même langue constituent un tout que la pure nature a lié par avance par des liens multiples et invisibles. Et écoutez ceci encore, qui élargit la question. Quelle incommensurable influence exerce la langue sur le développement d'un peuple. Elle suit l'individu jusqu'en ses pensées et ses désirs les plus secrets, aux profondeurs de son être. Elle les relie ou leur donne libre essor. Elle fait de toute la nation qui la parle un tout compact, soumis à ses lois. C'est le lien véritable entre le monde des corps et celui des esprits. Elle en opère la fusion au point qu'on ne saurait dire auquel des deux elle appartient véritablement. Quelle différence, c'est toujours Fichte qui parle, dans la vie pratique entre les peuples qui penchent ainsi du côté de la vie et ceux qui penchent vers la mort. Bigre. Oui, parce que l'idée, c'est que si les États sont constitués sur base nationale, on va vers un avenir de paix et de prospérité indéfinie, puisque chacun étant chez soi fait prospérer son territoire, ses ressources, sans avoir besoin d'aller agresser le voisin. Alors Fichte est populaire actuellement à Varsovie, à Budapest ou à Bratislava? C'est difficile à dire, mais est-ce qu'on peut supposer? Alors, justement, le problème, c'est que ce principe, a priori, est assez idéal, mais il n'est pas applicable sans casse. Il n'est pas applicable sans casse parce que lorsque Fichte déclare cela, et puis Grimm va répéter à peu près la même chose 40 ans plus tard, puis tout au long du 19e siècle, il y aura cet idéal à travers l'Europe, c'est que en fait, il n'y a pas de territoire homogène linguistiquement en Europe. Et plus on va, en gros, vers l'Est ou le Sud de l'Europe, moins c'est homogène. Une peau de léopard. Une peau de léopard, c'est même pire que ça. On ne peut pas faire de carte linguistique de l'Europe au XIXe siècle, parce que nous faisons les cartes en 2 dimensions. Il faudrait déjà au moins une 3e dimension, puisque dans une même ville, prenons Prague ou Vienne ou Varsovie, il y a plusieurs langues qui sont parlées chaque jour dans cette ville. Et il faudrait même une 4e dimension qui serait celle du temps. Parce que le même individu, eh bien, à ce moment-là, selon les moments de la journée, selon les contextes de communication, va utiliser telle ou telle langue. On ne va pas utiliser la même langue pour aller acheter des légumes au marché, pour prier Dieu, pour faire une déclaration d'amour ou pour écrire une lettre commerciale. Alors bon. Alors bon, oui, c'est la pratique de l'Europe centrale et orientale à l'époque, et même d'ailleurs en Allemagne aussi. Et c'est encore vrai au XXe siècle, et c'est encore vrai au XXIe à certains égards. C'est pourquoi d'ailleurs... Ça l'est moins. Ça l'est moins parce que justement tout ce travail de nationalisation s'est fait, alors qui d'une part a unifié linguistiquement la nation, ça a été le cas en France avec en quelque sorte l'éradication des patois, qui s'est faite tout au long du XIXe siècle. Ça s'est fait aussi par des expulsions de nationalités parlant une autre langue, et ça, ce sont les effets tragiques des guerres au XXe siècle. Les Allemands qui ont quitté les Sudètes de force. Et des exterminations, des génocides de population. Oui. N'oublions pas que les yiddishophones d'Europe ont été exterminés pour la quasi-totalité. En somme, vous nous dites, Anne-Marie Thiès, si on parcourt cette histoire qui concerne les nations, le fait national, le nationalisme, que d'un siècle à l'autre, l'exaltation de l'archaïsme a accompagné l'entrée dans la modernité. Au départ, le retour vers le passé, c'est pour entrer dans le futur. C'est pour venir à bas d'un système qui est extrêmement fort, qui est extrêmement puissant, celui des monarchies ou des principautés ou des empires, ce principe de l'Ancien Régime, et où la légitimité du pouvoir se réclame de la volonté divine. Pour renverser ça, pour donner en gros à la nation la souveraineté et lui donner en quelque sorte la légitimité du pouvoir, il faut un principe extrêmement fort. Qu'est-ce qui peut être, sinon plus fort, du moins presque aussi fort que la volonté divine? Et vous croyez qu'elle est revenue, la volonté divine, en Pologne, en Slovaquie aujourd'hui? Peut-être pas tant que ça. En Hongrie? Mais le principe qui a été invoqué pour essayer de la renverser, ça a été le passé, ça a été l'histoire. Nous existons en tant que nation depuis
des siècles, et même depuis des millénaires, voire des dizaines de millénaires dans certains cas d'affirmation. Et donc, c'est cela qui nous permet d'affirmer que nous existons par-dessus tout. Il faut que nous en venions maintenant à l'exaspération éventuelle des nationalismes jusqu'à la conquête extérieure. Mais avant d'aborder ce chapitre, en transition peut-être, un extrait du très célèbre Tour de France par deux enfants de G. Bruno, en fait Madame Alfred Fouillé, qui est ici lu par Polémie d'Hébert dans les lundis de l'histoire de Pierre Cipriot le 5 octobre 1970. C'est un succès immense, un best-seller qui a nourri le patriotisme, et peut-être certains diront le nationalisme, de toute la génération, en particulier de ceux qui se sont battus en 1914-1918. Écoutons ces quelques paragraphes issus des débuts du livre. Vous verrez, ça arrache les larmes. On se trouvait alors en 1871, peu de temps après la dernière guerre avec la Prusse. À la suite de cette guerre, l'Alsace et une partie de la Lorraine, y compris la ville de Phalsbourg, étaient devenues allemandes. Les habitants qui voulaient rester français étaient obligés de quitter leur ville natale pour aller s'établir dans la vieille France. Le père d'André et de Julien, un brave charpentier veuf de bonheur, qui avait élevé ses fils dans l'amour de la patrie, songea, comme tant d'autres Alsaciens et Lorrains, à émigrer en France. Tout était prêt pour le voyage. L'époque même du départ était fixée, lorsqu'un jour le charpentier vint à tomber d'un échafaudage. On le rapporta mourant chez lui. Pendant que les voisins couraient chercher du secours, les deux frères restèrent seuls auprès du lit où leur père demeurait immobile comme un cadavre. Le petit Julien avait pris dans sa main la main du mourant, et il la baisait doucement en répétant à travers ses larmes, de sa voix la plus tendre, « Père, Père ». Comme si cette voix si chère avait réveillé chez le blessé ce qui lui restait de vie. Michel Volden tressaillit. Il essaya de parler, mais ce fut en vain. Ses lèvres remuèrent sans qu'un mot pût sortir de sa bouche. Alors une vive anxiété se peignit sur ses traits. Il sembla réfléchir comme s'il cherchait avec angoisse le moyen de faire comprendre à ses deux enfants ses derniers désirs. Puis, après quelques instants, il fit un effort suprême, et soulevant la petite main caressante de Julien, il la posa dans celle de son frère aîné. Épuisé par cet effort, il regarda longuement ses deux fils d'une façon expressive, et son regard profond et ses yeux tristes semblaient vouloir leur dire « Aimez-vous l'un l'autre, pauvres enfants qui allez désormais rester seuls. Vivez toujours unis sous l'œil de Dieu, comme vous voilà à cette heure devant moi, la main dans la main. » André comprit le regard paternel, il se pencha vers le mourant. « Père, répondit-il, j'élèverai Julien et je veillerai sur lui, comme vous l'eussiez fait vous-même. Je lui enseignerai, comme vous le faisiez, l'amour de Dieu et l'amour du devoir. Tous les deux nous tâcherons de devenir bons et vertueux. » Le père essaya un faible sourire, mais son œil, triste encore, semblait attendre d'André quelque autre chose. André le voyait, inquiet, et il cherchait à deviner. Il se pencha jusqu'auprès des lèvres du moribond, l'interrogeant du regard. Un mot plus léger qu'un souffle arriva à l'oreille d'André. « France. »« Oh !» s'écria le fils aîné avec élan. « Soyez tranquille, cher père. Je vous promets que nous demeurerons les enfants de la France. Nous quitterons Phalsbourg pour aller là-bas. Nous resterons français, quelque peine qu'il faille souffrir pour cela. » Un soupir de soulagement s'échappa des lèvres paternelles. Je vous vois presque ému, Anne-Marie Thiès. Ça renvoie à un autre texte qui a nourri le patriotisme de cette premier entre-deux-guerres. C'est La dernière classe d'Alphonse Daudet, où
un instituteur francophone, toujours la langue, dit au revoir pour la dernière fois, allez-vous-en à ces soldats à ces enfants qui désormais parleront allemand. Oui, alors les deux petits orphelins du Tour de la France vont justement, non pas simplement aller en France, mais parcourir la France, puisque je crois ils partent à la recherche de la dernière famille qui leur reste, leur oncle. Ça va être difficile et ils vont être amenés dans ce cadre à vivre toutes sortes d'aventures difficiles ou émouvantes et qui vont leur permettre de découvrir la France dans sa diversité du nord au midi. En fait, ils vont découvrir cette incroyable variété française de paysages, de culture, d'économie. La variété géographique est toujours présente pour nourrir l'effort vers une unité historique et nationale. Voilà, c'est pour montrer que la France, c'est une merveilleuse unité de la diversité. Et ce qu'ils vont éprouver à travers ce parcours, c'est que leur vraie famille, c'est la France. Et c'est la leçon de cette éducation patriotique qui sera d'ailleurs reprise dans beaucoup de pays. Notre collègue Patrick Cabanel avait écrit un bel ouvrage rappelant que ces tours par deux enfants, on les retrouve dans de nombreux pays. C'est le grand historien du protestantisme notamment qui réfléchit aussi à unité et diversité des religions françaises. Mais là, nous avons parlé d'un nationalisme ou d'un patriotisme qui est en quelque sorte clos sur lui-même, en tout cas qui se défend comme différent. Il y a aussi les tentations expansionnistes. C'est aussi un expansionnisme, très souvent un irrédentisme. On pense au pan-germanisme, par exemple, ou au jingoïsme britannique. Dites-nous un mot de ces tentations sous la lumière d'aujourd'hui. Oui, alors il y a quand même cette idée, donc pendant longtemps, qui anime les militants nationalistes du 19e siècle, c'est que ils vont construire un monde de paix. Si chacun est dans son territoire, il n'y a plus de raison de faire des guerres. Le problème, c'est que justement cette merveilleuse application de la nation à l'État va, comme on l'a dit tout à l'heure, s'avérer absolument inapplicable, puisqu'il n'y a pas de territoire homogène du point de vue linguistique ou culturel dans l'espace européen, sauf à y exercer quelques violences symboliques et souvent tout à fait physiques. D'où la volonté de la Bordurie de conquérir la Moldavie dans Tintin, par exemple. Voilà, donc le problème, c'est où s'arrêtent nos fameuses frontières linguistiques et culturelles. Et dans le cadre du pangermanisme de la fin du 19e siècle, c'est l'idée que doivent entrer dans la nation allemande tous les territoires où l'on parle allemand. Oui, mais dans ces territoires où l'on parle allemand, il y a aussi des gens qui parlent d'autres langues. Et donc là, on entre dans des revendications qui introduisent clairement des conflits guerriers. Et donc cet idéal de paix va déboucher sur deux guerres mondiales. Et c'est actuel? Question sinistre. Alors, il y a toujours des conflits potentiels donc de définition des territoires. On se rappelle que lorsque le mur de Berlin est tombé, lorsque, en quelque sorte, la situation héritée de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide s'est trouvée ouverte, le premier principe qui a été adopté, ça a été on gèle les frontières. On ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas faire droit à des revendications de terme national. La Transylvanie va rester, qui est réclamée par la Hongrie, puisqu'elle serait peuplée de nombreux Hongrois dits de l'extérieur. La Transylvanie va rester dans le cadre de la Roumanie. Et de la même manière, il avait été décidé de ne pas toucher aux frontières de l'Ukraine, etc., etc. Mais l'Ukraine et la Crimée. Mais on voit bien que, ces questions donc linguistiques et culturelles sont toujours réactivables pour des revendications d'irrédentisme ou de modification de frontières. Du côté français, il y a un mot que nous n'avons pas encore employé, Anne-Marie Thiès, à côté de nationalisme, fait national, patriotisme, etc., c'est le mot de chauvinisme, qui est un mot évidemment français, mais qui a été traduit à peu près dans toutes les langues, qui veut bien dire exactement cette exaspération du sentiment national. Il vient, ce mot, d'un personnage mythique qui avait été étudié très bien par Gérard de Puymège,
personnage inventé du soldat laboureur, mais qui peu à peu a pris une réalité, le chauvinisme, dont il était l'incarnation. On le trouve par exemple dans ce texte des Contes du lundi d'Alphonse Daudet, La mort de Chauvin. C'est une lecture de Daniel Königsberg dans La fabrique de l'histoire de notre cher Emmanuel Laurentin sur France Culture, le 15 septembre 2000. Déjà Emmanuel Laurentin en 2000. C'est un dimanche d'août en wagon, dans tout le commencement de ce qu'on appelait alors l'incident hispano-prussien, que je le rencontrais pour la première fois. Je ne l'avais jamais vu, et pourtant je le reconnus tout de suite. Grand, sec, grisonnant, le visage enflammé, le nez en bec de buse, des yeux ronds toujours en colère, qui ne se faisait aimable que pour le monsieur décoré du coin. Le front bas, étroit, obstiné, un de ces fronts où la même pensée travaillant sans cesse à la même place a fini par creuser une seule ride très profonde, quelque chose dans la tournure de Bonasse et de Ratapoil. Par-dessus tout, la terrible façon dont il rouait les R, en parlant de la France et du drapeau français. Je me dis, voilà Chauvin. C'était Chauvin en effet, et Chauvin dans son beau, déclamant, gesticulant, souffletant la Prusse avec son journal, entrant à Berlin, la canne haute, ivre, sourd, aveugle, fou furieux. Pas d'aternoiement, pas de conciliation possible. La guerre, il lui fallait la guerre à tout prix. Et si nous ne sommes pas prêts, Chauvin, monsieur, les Français sont toujours prêts, répondait Chauvin en se redressant. Et, sous sa moustache hérissée, les airs se précipitaient à faire trembler les vitres. Irritant et sot personnage. Comme je compris toutes les moqueries, toutes les chansons qui vieillissent autour de son nom et lui ont fait une célébrité ridicule. Chose singulière. Déjà, Chauvin ne me semblait plus si ridicule. Je ne croyais pas un mot de ce qu'il disait, mais c'est égal. Cela me faisait plaisir de l'entendre. Avec tout son aveuglement, sa folie d'orgueil, son ignorance, on sentait dans ce diable d'homme une force vive et tenace, comme une flamme intérieure qui vous réchauffait le cœur. Nous en eûmes bien besoin de cette flamme pendant les longs mois du siège et ce terrible hiver de pain de chien, de viande de cheval. Tous les Parisiens sont là pour le dire. Sans Chauvin, Paris n'aurait pas tenu 8 jours. On peut rappeler Anne-Marie Thiès que Ratapoil, c'est le soldat bravache peint par Daumier. Alors, folie d'orgueil, ignorance, est-ce que ce sont deux composantes du nationalisme conquérant à travers les décennies? Dans ce texte de Daudet, Chauvin est un personnage assez ridicule, mais qui, au bout d'un certain temps, fait changer d'opinion sur lui. Et d'une certaine manière, ce patriotisme naïf, un peu grossier, c'est celui qui, dans une période de passage à la limite, en cas de déclaration de guerre, va se répandre assez facilement. On se rappelle ce qui se passe en juillet et en août 14, et dans une grande partie de l'Europe, et qui atteint non pas seulement des hommes du peuple un peu grossiers et ridicules, mais même les plus grands esprits. Dans ses souvenirs d'un Européen, Stefan Zweig rappelle que parmi ses amis, poètes, écrivains à Vienne, parmi les grands intellectuels allemands, il y a une espèce de chauvinismus qui déferle. Et puis il y a la même chose en France et en Italie. Donc il y a ce sentiment de patriotisme excessif qui peut se déployer dans une période de crise intense. Donc vous pensez que Chauvin pourrait ressurgir comme l'homme à l'oreille cassée, comme Hibernatus aujourd'hui dans les pays qui sont atteints par la caricature du nationalisme? Ce serait une occasion de rappeler le mot de François Mitterrand. Le nationalisme, c'est la guerre. Alors, le nationalisme, ça peut apporter la guerre. Le nationalisme, dans ses acceptions anciennes, ça a été pensé pour apporter la paix. Ça a été pensé pour apporter des relations entre nations. C'est pensé aussi pour apporter la démocratie, après tout, l'éducation nationale, la notion de musée national, c'est quelque chose d'important pour nous, mais le nationalisme, ça peut être aussi la guerre mondiale. Ce sera presque nous en avons eu 2 expériences terribles. Dernier message, sauf à rappeler qu'en 1919, avec les principes de Wilson, l'autodétermination des peuples, on s'est efforcé
de rapprocher les nationalités des États. Mais on est parvenu à cela, évidemment, que de manière limitée, puisque on nous dit qu'on est descendu de 60 à 25 millions d'Européens, notamment en Europe centrale, qui n'étaient plus des minorités soumises à des États qui le refusaient. On en est d'ailleurs encore là à certains égards. Les conséquences n'en sont pas mortes. Merci beaucoup.